qui sont venus pour nous ruiner et tout casser. Faisons attention, sinon ils vont nous rabaisser. Historique de Mayotte. Madame la députée qui nous parlait vrai. Estelle. C'est Estelle. Bon, Estelle, c'est à toi la parole. Merci beaucoup, merci à tous d'être là. Je suis très touchée, très heureuse d'être avec vous en petite terre. Un immense merci à Tati Laouya d'avoir organisé ça parce que vraiment. On est deux villages, hein? On est l'abattoir et Pamandzi. On a mélangé, ouais. En petite terre. Oui. Avec l'abattoir et Pamandzi. Ce n'est que le début pour travailler ensemble. C'est une petite réunion de travail, mais c'est une réunion importante pour moi parce que vous serez tous les ambassadeurs ici, le comité pour travailler, pour aider à expliquer quel est mon programme. Donc vous me connaissez, moi je préside le collectif des citoyens de Mayotte avec Fatiou, Kareka, Saïd Kambi, Christophe, Aïria, il y a beaucoup de monde dans le collectif. Et en fait, depuis 2018, on a porté les revendications de Mayotte et on n'a pas eu de retour avec les politiques qui n'ont pas arrêté de nous dire si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à vous présenter. Et puis nos idées, il n'y a à aucun moment les élus ont repris nos idées pour les porter. Il y a eu ça, il y a eu la crise de l'épidémie, la crise du Covid, où en fait on a mobilisé 4 tonnes d'aide humanitaire et le gouvernement a bloqué l'aide qui était prête depuis le mois de mai. Au lieu de l'envoyer par avion, l'a bloqué et c'est arrivé au mois d'août. Tous les soignants qui ont accepté de l'aide, Madame Voilet les a punis après. Et donc là, quand vous regardez la structure démographique de Mayotte, le Covid, il n'attaque pas les enfants. Normalement, nous, on aurait dû être le territoire où il y avait le plus petit nombre de décédés. Quand vous voyez le nombre de décès de l'épidémie de Covid, ça vous dit l'état de notre système de santé. C'est que c'est pas possible. Là, à Mayotte, littéralement, la situation est tellement grave que ça nous tue. On a 10 ans de moins d'espérance de vie que les métropolitains parce qu'on n'a pas de système de santé. On a 11 lits de réanimation pour un demi-million de personnes. C'est pas humain. La politique de Mme Bonnet d'aller envoyer les Evassan, combien de gens sont revenus des Evassan? Tous ils sont morts. Les gens sont morts. Elle est devenue handicapée. C'est pas acceptable. Et puis, vous avez vu, en quelques années, en 5 ans, on a de moins en moins d'eau. Les coupures durent de plus en plus longtemps. Et on a zéro investissement sur l'eau. Moi, je suis allée rencontrer le responsable de Vinci à Mayotte. Il m'a dit, Madame Youssoufa, si on met l'investissement aujourd'hui, l'investissement pour produire de l'eau potable à Mayotte ne va pas arriver dans le robinet avant 5 ans. Ça veut dire qu'on a encore au minimum 5 ans de coupure d'eau à Mayotte. 5 ans. 5 ans, à la base. Et il n'y a pas d'investissement. Les routes. Moi, j'arrive ce matin, j'étais à Mzamboro. Vous avez vu l'état des routes dans le nord. Le pont de Dzoumonier, c'est un pont militaire, ça fait 40 ans qu'il est là, il n'a pas bougé. Tous les investissements pour aller dans le nord, les camions sont obligés de faire le tour, c'est beaucoup plus cher de construire dans le nord. On est en train d'isoler le nord de l'île du reste de l'île, de 1. Maintenant, vous avez vu les 4 routes nationales qu'on a, il y en a une qui est impraticable. Ok, il a un petit peu plu, la terre a un peu bougé, hop, il n'y a plus de route nationale. Il y a un tronçon qui est fermé. Moi, je veux juste vous rappeler qu'il y a 3 semaines, le gouvernement, avant la présidentielle, a proposé de privatiser les routes nationales à Mayotte. Il n'y en a que 4. Privatiser. C'est-à-dire que le gouvernement estime que les routes nationales à Mayotte, il y en a tellement qu'il faut aller les bazarder et les mettre en privatisé. On n'a pas de route de contournement. On n'a pas de pont dans le nord. On n'a pas assez de routes et le gouvernement veut déjà s'en débarrasser. Donc, zéro investissement au niveau des infrastructures. Je ne vous parle pas de la piste longue.
la piste longue. Moi, je veux bien entendre tous les discours. Le préfet qui dit la piste longue, c'est déjà fait. Je ne sais pas où est-ce qu'il a atterri. Moi, je n'ai pas vu de piste longue. La piste longue, elle se résume à utiliser les bâtiments de RFO pour dire, voilà, on a avancé sur le projet de la piste longue. On vous demande une piste longue, on vous construit une petite maison. Au moins, ça, c'est pas ma piste longue. Donc, moi, je veux bien entendre toutes les promesses du candidat Macron, du président Macron qui est venu à Mayotte, qui a dit je vais faire baisser les prix des billets, les billets ont augmenté. Je vais travailler pour faire payer les billets de l'alimentaire, les prix de la nourriture ont explosé. La question de l'insécurité, vous vivez tous dans la peur, vous vivez dans une situation de violence qu'on n'a jamais vue. On n'a jamais vu la situation de violence de laquelle on est. Donc à un moment, il faut qu'on se pose des questions de savoir comment est-ce que c'est possible d'avoir un gouvernement qui nous dit je vous mets les moyens et les chiffres de l'insécurité sont plus 28, plus 58, plus 48%. Quel territoire accepte plus 48% d'agression sur les personnes? Et vous savez tous comme moi qu'on ne dépose pas tous plainte. Parce qu'on nous dit non. On nous dit non, on ne veut pas déposer les plaintes. Quand je suis partie en métropole, je suis allée rencontrer les Mahorais qui sont partis. Pourquoi est-ce que les Mahorais partent? Parce qu'ils n'ont pas envie de scolariser des enfants dans des systèmes où le système est en train de s'effondrer. Au rectorat, on a décidé qu'on acceptait de scolariser tout ce qui passe. Tu arrives, tu as envie de scolariser ta chèvre, elle va à l'école. Tout le monde est inscrit. Tout le monde est inscrit. Les enfants n'ont jamais mis les pieds à l'école. Ils ont 12 ans, 13 ans, ils savent ni lire ni écrire. Ni lire ni écrire. Ça fait que les enfants qui ont 12 ans ou 13 ans, qui sont scolarisés depuis 5 ou 7 ans, ils sont avec des enfants qui n'ont pas le niveau du tout. Donc tout le niveau est en train de s'effondrer. La logique au rectorat, c'est de dire on scolarise, on scolarise, on scolarise. Donc aujourd'hui, le discours de l'État, c'est de dire il faut construire des écoles primaires. Moi, je suis allée voir le recteur, je lui ai dit d'accord, vous avez construit des écoles primaires, vous estimez qu'il n'y a jamais assez d'écoles primaires. Mais moi, je ne sais pas où est-ce que vous mettez ces enfants, mais à 12 ans, là, ils vont où? Parce que tout le monde dit qu'il faut construire des écoles primaires. Il faut construire des collèges, des lycées et des universités. Vous ne pouvez pas dire que vous arrêtez de les scolariser une fois qu'ils sont sortis de l'école primaire. Maintenant, il va falloir construire 4 ou 5 universités, il va falloir scolariser et éduquer, et pas simplement de faire des petits emplois où les gens savent à peine lire et écrire mais ne savent pas travailler, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'emploi. Il faut qu'on travaille sur la formation et sur l'éducation. Pour nous, c'est vital. Je dis que c'est vital parce que si vous voyez les chiffres de la natalité, 10 000 naissances par an, ça veut dire qu'on doit créer 10 000 emplois par an. Est-ce que je peux te reposer un petit peu? 10 000 sur la mesure. On ne compte pas. On ne compte pas le reste. On ne compte pas le reste. C'est les 10 000. C'est un au CHF. Voilà, au CHF. On ne compte pas Djoumenyé, Kourou. Non, Pamadi, ce n'est pas une grande maternité tellement belle. Djoumenyé et Kourou, c'est. Djoumenyé et Kourou sont des grandes maternités. Donc voilà. on doit créer au minimum 12 000 emplois par an. On n'a pas l'économie qui est capable de créer 10 000 emplois. Moi, je vais vous dire les choses très simplement. On ne va pas créer 10 000 emplois par an au CD. On ne va pas créer 10 000 emplois par an dans les mairies. Tout le monde ne va pas travailler dans un bureau. Donc, on a besoin à un moment d'être capable d'avoir une économie. Elle m'a tué. Elle a dit il faut scolariser quoi, chef? Vous savez tous qu'une personne qui a un salaire à Mayotte, c'est comme le Wi-Fi, tout le monde se branche dessus. Masquine. Un salaire, il y a au moins 6 à 8 personnes qui vivent sur un salaire. En métropole, un salaire, c'est 1 à 2 personnes. Donc le pouvoir d'achat à Mayotte, il est minimum. Ça va, Zaya. On a le coût de la vie et le coût de l'alimentaire le plus cher de France, mais on a sur un salaire, on fait vivre le maximum de personnes dessus. Donc pour nous, ça devient vraiment vital de se poser la question de notre sécurité alimentaire et comment on va manger. Je dis comment on va manger parce que sur les prochaines années, les prochains mois,
Qu'est-ce que Les prochains mois, on va être dans une... ça va? On est ensemble, hein? Elle est un peu malade. On est dans une situation où dans les prochains mois, avec la guerre en Ukraine et avec la crise, pour les prix du carburant, on va avoir tous les prix de l'alimentaire qui vont augmenter. Là, ils ont sorti les chiffres juste depuis le début de l'année, donc en 5 mois, les prix de l'huile ont augmenté de 18%, les prix du blé ont augmenté de 12%, le prix des pâtes de 10%. Ça veut dire que nous, quand ça va arriver ici, on va avoir le prix de la nourriture qui est déjà horriblement cher. Nous, on va devoir être millionnaires pour aller faire nos courses. C'est ça. Alors moi, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi, je sais que, quel que soit le prix de ce qu'il faut manger, les gens ont toujours faim. Donc, c'est pas que vous pouvez dire on va diminuer. De rien. Il faut toujours qu'on fasse à manger. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de développer notre agriculture. Vous savez, comme moi, que le Malabuni, c'est ce qui sauve Mayotte. D'abord, c'est notre patrimoine environnemental, nos forêts sont sacrées, c'est des endroits, il y a nos ziaras, c'est important, mais c'est aussi le lieu où on peut aller cultiver et ça nous aide à tenir et à avoir les maniocs, les bananes et d'avoir... Si on ne les vole pas. C'est ce que j'allais y aller, j'allais parler de ça. C'est-à-dire que c'est notre grenier, c'est ce qui fait qu'on tient. Mais aujourd'hui, vous savez comme moi que la violence meurtrière, elle frappe d'abord les agriculteurs. Les agriculteurs sont le plus visés par les assassinats. Parce qu'ils tiennent la terre. Donc aujourd'hui, les vols, c'est pas simplement de voler les maniocs et les bananes, c'est de voler la terre et de chasser nos agriculteurs. Aujourd'hui, la violence, elle est sur nos champs. Elle est pour aller prendre les terres des Mahoraises et des Mahorais et pour aller prendre non seulement la bouffe, mais pour chasser nos agriculteurs. Et ça, c'est important parce que c'est le symbole de ce qui se passe chez nous. Non seulement on va chasser nos enfants des écoles, on va chasser les malades de nos hôpitaux, on va chasser nos fermiers de nos terres, mais on est en train de chasser le Mahorais de Mayotte. C'est ça notre tragédie. Donc à un moment, il faut qu'on ait le courage d'aller à l'Assemblée nationale et de porter ce message, d'appeler à l'aide et de dire la question migratoire, il va falloir vraiment avoir une vraie discussion sur la politique migratoire à Mayotte parce que ça ne peut pas continuer. L'île ne peut plus absorber la population qu'on est en train de recevoir. Oui, il y a un problème grave d'insécurité qui est lié à l'immigration. C'est le ministre de la Justice qui nous a expliqué que 80% des détenus à Majicavo sont comoriens. Donc il y a un problème, ce n'est pas le collectif, ce n'est pas les Mahorais qui sont des xénophobes, c'est le ministre de la Justice qui nous explique qu'on a un problème avec les ressortissants comoriens qui se livrent à la délinquance et on a dépassé la délinquance, on arrive maintenant à de la criminalité. La situation qu'on vit à Mayotte n'est pas une délinquance juste de survie. On est en train de tuer, de créer de la violence pour chasser les Mahorais. Et ça, on ne peut plus l'accepter. Le message qu'on doit envoyer à Mayotte, ce n'est pas des gens qui vous disent « oui, oui, merci, continuons ». Le président Macron a eu 5 ans. Ça n'a pas marché. Pour Mayotte, c'est la catastrophe. Il a appelé son parti la Renaissance. Moi, je vous dis, c'est l'enterrement pour Mayotte. Machaca. On ne va pas survivre, nous. Donc, si les gens ont envie de dire « en marche », nous, on sait qu'à Mayotte, c'est en marche arrière. Ça, on a vu ce que c'est en marche à Mayotte. Maintenant, on a encore 5 ans. La question de l'Assemblée nationale, c'est est-ce qu'on envoie quelqu'un qui va porter pour le Nord le combat jusqu'à l'Assemblée nationale. Vous me connaissez, vous savez mes convictions, vous savez que moi, il n'y a rien qui m'intimide, on y va et on va porter un message clair et net. Nos droits, avoir accès à la sécurité sociale, avoir accès au droit du travail, avoir des augmentations de salaire, avoir accès à toutes nos prestations sociales pour que les personnes handicapées ne partent pas en métropole. Ma personne handicapée, tu es là. Aombana.
Bwana Mungu, Bwana Mungu, Bwana Mungu. C'est pas. Mais moi, oui, j'ai assez. La question. Oui. La question, c'est que, oui, Tati, toi, tu es handicapée, mais il y a combien de familles qui sont bloquées en métropole ou à La Réunion parce qu'elles ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants ou de la personne qui est dépendante, qui a besoin de soins importants. C'est vrai. Il y a beaucoup de patients maoris qui sont obligés d'aller vivre à l'extérieur. C'est pas possible pour ces familles parce qu'elles n'ont pas de prestations, elles n'ont pas de système de santé à Mayotte, donc elles doivent partir. C'est pas une solution. Quand nous on paye autant d'impôts que tout le monde, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes prestations? Donc vous m'avez posé la question tout à l'heure. Moi sur la question des droits, je suis mélanchoniste. Ah, tu es comme moi. Je suis les droits. Je point. suis comme Les droits sociaux. Mélanchonisme aussi. Les droits sociaux. Ouais, oui. Sur la question de l'immigration clandestine, moi je suis à droite. Hein. Moi je vous dis, la question du permis de séjour territorialisé, on doit y mettre fin, trouver une solution et régler la question de l'immigration clandestine à Mayotte, c'est vital pour notre île. La question de faire avancer des questions que sont l'accès à nos droits, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, c'est des négociations pour aller travailler avec l'État et dire là vous devez investir et vous arrêtez de nous parler de rattrapage parce que quand vous nous dites là je suis en train de rattraper, le bateau il avance et moi j'avance comme ça, on ne va jamais rattraper. Moi je vous dis alignement. On n'est pas en train de rattraper alors que le bateau on aligne. Quand les gens nous disent il faut être patient. On est patient comment? On est français depuis 1841. Si l'égalité, c'est pas aujourd'hui, c'est quand? C'est quand on a l'égalité fiscale. L'égalité fiscale, on pèse tous les mêmes impôts qu'en métropole, mais on n'a pas les mêmes droits. Donc à un moment, si le sujet, parce que le débat de fond, c'est quoi? C'est d'avoir un système politique qui est en train de nous écœurer de la départementalisation. Comme les Maoris se sont battus pour les départements, à Paris, ils ont dit, vous voulez le département, on va vous donner tous les désavantages du département. On va vous aligner la fiscalité, on va vous construire tout ce qu'il y a comme contrainte au niveau fiscal, au niveau réglementaire, et on vous dit, tout ce qui est impossible, c'est possible à Mayotte, tout ce qui est possible est impossible. Il n'y a rien qui fonctionne sur l'île, il n'y a rien qui fonctionne normalement. Quand on va nous dire que normalement on a des droits, on va vous dire, ah mais vous n'êtes pas prêts, il n'y a pas d'ingénierie, c'est pas possible, c'est compliqué. Donc là, on a le gouvernement, la première chose qu'il vous dit, c'est spécificité. Vous êtes un peu spéciaux. Si ça me coûte moins cher à moi, l'État, c'est mieux. Donc en fait, l'État est toujours en train de se trouver des excuses pour ne pas faire les investissements à Mayotte. Nous, on a besoin d'avoir une unité avec les élus, de travailler avec les élus. C'est pour ça que je n'ai pas de parti, c'est pour ça que je n'ai pas d'étiquette politique, c'est pour ça que je n'ai pas de syndicat, pour travailler avec tous les élus locaux et leur dire quel est votre projet, on va le porter jusqu'à Paris. Ça veut dire mobiliser le réseau, ça veut dire mobiliser au niveau international, mobiliser au niveau public comme au niveau privé. Ça veut dire trouver des investisseurs pour Mayotte. C'est pas que la force publique qui peut investir en Mayotte. Il peut y avoir des chefs d'entreprise qui veulent investir pour trouver des emplois, pour créer de la richesse. Quand on a la meilleure vanille du monde, quand on a l'Ilang, quand on a toute la pêche possible et imaginable, ce qu'on a besoin, c'est de trouver les outils pour permettre à nos jeunes de créer des entreprises, de créer des emplois, d'avoir des formations. Le poisson qui est pêché dans les eaux de Mayotte, il est transformé aux Seychelles. Pourquoi est-ce qu'on ne transforme pas avec une usine à Mayotte? La vanille qu'on a produite à Mayotte, certains la rachètent, les Réunionnais la rachètent pour la vendre avec une étiquette Bourbon pour la Réunion et fabriquer des produits transformés. On peut le transformer à Mayotte et réussir à créer de la richesse ici. C'est comme ça qu'on rendra nos agriculteurs plus prospères et qu'on permettra de créer de la richesse.
Les deux volets de la question de lutte pour l'insécurité, c'est de créer des opportunités pour les jeunes qui n'ont pas d'avenir, ils ont zéro avenir. Ces jeunes-là vont rester de plus en plus violents si on ne leur trouve pas un avenir. Et le deuxième volet, c'est surtout de travailler à avoir de meilleures opportunités pour les Mahoraises et les Mahorais. Moi, quand je suis partie en métropole, j'ai rencontré nos frères, nos sœurs, nos amis, nos jeunes, nos vieux qui sont en métropole et qui attendent de pouvoir rentrer. Nous, on doit se poser la question à Mayotte, qu'est-ce qu'on fait pour permettre à tous ces Mahorais de rentrer? Ils ont envie de rentrer, ils ont peur, ils n'ont pas d'opportunité d'emploi et leur famille leur manque. Et nous aussi, ils nous manquent. Ces jeunes, ils sont diplômés, ils ont de l'expérience, ils devraient être ici avec nous pour travailler, pour construire Mayotte. Donc il faut qu'on se pose la question et qu'on réussisse à travailler ensemble pour les faire travailler. Donc voilà, je n'ai pas parlé d'éducation, mais il y a toute la question de l'éducation supérieure pour avoir des formations professionnelles. Il y a la question de la santé, donc ça veut dire de travailler pour avoir les médecins mahorais, avoir un niveau qui permette qu'on développe un centre hospitalier universitaire, qu'on développe, qui ne soit pas qu'une maternité géante. Il y a la question effectivement de l'économie. Le député Mansour Kamardine a dit dans son programme qu'il réfléchissait à une zone franche pour toute la zone de Mayotte. Moi je pense que quel que soit le projet économique qu'on doit porter, on doit faire des assises de l'économie à Mayotte pour savoir quel sera l'avenir qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut comme projet porteur pour Mayotte, et comme ça on sait dans quelle direction on va et toute l'île va dans la même direction. Ça, on a besoin de ce Konyomoja, d'avoir une réflexion commune pour se dire qu'est-ce qu'on veut comme économie. Une économie durable, une économie qui soit respectueuse de l'environnement, une économie qui crée des emplois, donc ça veut dire qu'il faut qu'on règle le sujet du foncier. Est-ce qu'il faut construire sur le lagon pour avancer et créer de la terre vers Longoni pour avoir des zones constructibles? Est-ce qu'il faut continuer à faire du déboisement et de la déforestation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'on se pose la question parce qu'on n'a pas de solution économique si on n'a pas de foncier. Ça, c'est vraiment fondamental pour créer des emplois. Si on veut développer le port de Longoni, il nous faut de l'espace. Donc cette question de l'économie, elle est vitale pour nous. Et puis j'ai parlé des infrastructures, donc le pont du Monnier, les routes, créer toute la desserte maritime pour essayer de désengorger nos routes, les quelques routes qu'on a. Il faut qu'on trouve rapidement des moyens de construire les petits ports pour permettre d'avoir les ferries, etc. Bref, il y a beaucoup de projets. C'est pour moi une ambition qui est énorme, mais on doit redonner de l'espoir à Mayotte. On doit retrouver des projets qui nous motivent. Donc voilà. Bon. Oui, chef. J'aimerais même savoir à vous dire. Ka tranquille, unkavka. Unkavna tambu. Bon, regardez bien, mes soeurs, mes frères, ce qui s'est passé dans les votes présidentiels. Parce qu'on disait toujours, Wajenwao Wawigi, Wajenwao Fayatogo, Wajenwao Jao. Dans mon ville qui est aujourd'hui, c'est la gauche marron de la Chizogo. Vous avez bien vu que les fouets, pour moi j'ai dit c'est un fouet qui a été donné par le Maoré, par aussi l'outre-mer. Ça c'est un fouet. C'est une alerte pour le gouvernement macronisme qui nous a délaissés, hein, pourris. Du coup, pourquoi qu'on parle? C'est qui fait la différence. Pourquoi ils ne sont pas la différence dans les votes là, présidentiels? Pourquoi on ne les a pas vus? Il ne faut pas peur. Il ne faut pas dire non, sont des petits, mais on a bien vu, sont minoritaires.
Alors, aujourd'hui, il faut qu'on se bat, qu'on se montre, parce que toute le Toubert s'est réveillé. On ne va pas dire qu'il y a Mayotte, La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, tout ça, c'est permis sont réveillés. Parmi les gens qui étaient anti quoi? FN. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je me suis pris la tête avec un grand commerçant. Parce que je parlais de quoi? Il dit là,